Aujourd'hui, nous allons donc parler du dernier sultan ottoman, Mehmed VI. Alors, vous devez peut-être vous demander comment ça se fait que ce soit le dernier sultan ottoman, puisque encore après, j'ai dit qu'il y aurait une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas, disons que l'explication viendra en temps voulu. Bref, parlons donc du règne du dernier sultan ottoman, Mehmed VI. Alors d'abord, qui est Mehmed VI et comment arrive-t-il sur le trône? Mehmed VI est donc un prince de la famille impériale ottomane, comme tous les sultans vus précédemment, et il est le fils d'Abdülmecid Ier et frère des trois précédents sultans ottomans, Mourad V, Abdülhamid II et Mehmed V. Sacrée fratrie en tout cas. Il accède donc au trône ottoman en pleine Première Guerre mondiale, lorsque son frère Mehmed V meurt en juillet 1918. La situation est alors catastrophique pour l'Empire, comme nous l'avions énoncé précédemment. Coupé de son allié allemand, avec les Britanniques occupant tout le sud de l'Empire et étant aux portes de l'Anatolie, une économie à genoux, une population à bout de souffle, souffrant de la famine, et avec l'armée d'Orient, dirigée par le général Franchet d'Espéré, qui menace à présent Constantinople, avec l'armistice bulgare. À ce moment-là, le triumvirat des trois pachas quitte le pouvoir sous les ordres de Talaat Pacha, le grand vizir. Le nouveau grand vizir, nommé par Mehmed VI, est İzzet Pacha, qui va signer l'armistice de Mudros sous les directives du sultan. L'empire est alors dépecé. L'accès au détroit est garanti à l'entente et l'empire garde pour le moment l'Anatolie. Et on a même des cas où l'entente parade à Constantinople. Alors accompagné de son grand vizir İzzet Pacha, Mehmed VI a donc quasiment les pleins pouvoirs étant débarrassé des jeunes Turcs. Il va donc axer sa politique sur 3 points majeurs. La coopération avec l'entente pour obtenir une paix favorable qui ne soit pas trop dure pour l'Empire. D'autre part, la répression contre les jeunes Turcs, responsables selon lui de la défaite et du génocide arménien, dont il voudrait se faire pardonner par les Européens. Il n'a pas forcément tort d'ailleurs sur la responsabilité des jeunes Turcs. Il va donc poursuivre les grands ténors du gouvernement, notamment Kemal Pacha, qui va être condamné comme tant d'autres jeunes Turcs à la cour martiale ottomane de 1919 à 1920. Également, Mehmed VI, considérant donc avec le parti jeune turc éliminé, veut organiser de nouvelles élections. Donc il va tout d'abord dissoudre le Parlement ottoman. Le temps donc d'organiser ces nouvelles élections et également le temps d'un traité de paix. Également sous les ordres de l'entente qui ne voulait pas voir le Parlement s'opposer à une éventuelle paix, au vu de ce qui leur préparait. En mars 1919, Mehmed VI va d'ailleurs nommer un nouveau grand vizir, Damat Ferit Pacha, qui est un anglophile absolu, qui laisse faire l'entente sur tous les points, notamment les Grecs, qui débarquent avec 20 000 soldats dans la ville de Smyrne, afin de soi-disant protéger les chrétiens d'Orient de la ville. Cette politique met en fureur les nationalistes turcs et un héros de la Grande Guerre, Mustafa Kemal, qui organise une nouvelle armée et également la résistance face à l'entente et face aux Grecs qui viennent de débarquer et qui menacent directement l'Empire et la Turquie, et qui ont également techniquement déclaré la guerre. Et donc, Mustafa Kemal
à l'initiative de ce nouveau mouvement de résistance, va demander à son sultan, Mehmed VI, de se placer à la tête de son armée et de son mouvement. Mais Mehmed refuse et casse le grade de général de Kemal. Mehmed ayant probablement peur des représailles éventuelles de l'entente si jamais les révolutionnaires kémalistes parvenaient à reprendre toute l'Anatolie. Mais cette décision est une grave erreur, car en ordonnant l'arrestation de Mustafa Kemal, il divise l'Empire en deux gouvernements, sachant que la population soutient de plus en plus Mustafa Kemal. Et d'ailleurs, ce dernier va créer un gouvernement provisoire de Turquie. Donc il s'oppose directement au pouvoir de Mehmed VI. Et sachant que la population préfère soutenir un nationaliste fervent turc plutôt qu'un sultan qui ne bénéficie plus tellement de son aura que pouvait avoir Mehmed V, par exemple, mais également qui, selon la population, baisse son froc devant l'entente. Alors, face à cette situation, Mehmed décide de renvoyer son vizir et appelle à de nouvelles élections remportées par les nationalistes haut la main. Mais l'entente a peur, surtout les Anglais, qui sont très impliqués dans la région, craignant l'opposition du Parlement ottoman, encore une fois, à une éventuelle paix, étant donné qu'ils savaient encore une fois ce qu'ils préparaient de mettre dans la gueule de l'Empire ottoman. Et donc, l'entente demande à Mehmed de faire arrêter tous les chefs nationalistes, ce qu'il fait, avec l'aide de l'entente. C'est un nouveau grand coup porté à son image, et Mehmed décide dans le même temps de faire dissoudre l'Assemblée, pendant que Mustafa Kemal fait élire sa propre assemblée en Soum-Soum, l'Assemblée nationale turque. On est bien loin des pompes du gouvernement ottoman. Sentant le vent tourner, Mehmed VI ordonne la création de sa propre armée, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu dans les traités de l'armistice de Mudros. Mais bon, ce n'est pas grave. Et cette armée est appelée l'armée du calife. Effectivement, Mehmed VI, comme tous ses prédécesseurs, bénéficie du titre de calife de l'islam sunnite. Et cela permet en quelque sorte de placer Mustafa Kemal comme l'ennemi de Dieu en personne. Mais là, un autre coup va être porté à l'image du sultan. C'est le traité de Sèvres, qui, signé et imposé aux Ottomans, est si humiliant qu'il finit de convaincre tout le monde de rejoindre Kemal. Il est décidé le démembrement de l'Empire entre plusieurs États de l'entente, notamment la Grèce, l'Italie, la France et l'Angleterre. La création d'un État arménien et d'un État kurde, insulte suprême pour les Turcs. Également, la rétrocession de Smyrne, que le débarquement grec avait pris sans aucune autorisation. Et en plus, elle limite la taille de l'armée ottomane à 15 000 hommes seulement, c'est-à-dire même pas une division. Enfin, si, une division en somme. Et tout ceci provoque la colère d'une part dans l'armée qui se voit réduite et sans aucun moyen, et donc les membres de l'armée du calife, du sultan, rejoignent en masse les rangs de Mustafa Kemal. Également, un autre truc, c'est que les Grecs commencent à de plus en plus vouloir s'accaparer toute la Turquie, recréer une sorte d'empire byzantin. Car pendant ce temps-là, les Grecs effectuent plusieurs offensives militaires en Anatolie, qui sont en plus victorieuses, s'enfonçant de plus en plus profondément dans les terres. Malgré tout, Mustafa Kemal dirigeant à présent son armée et le nouveau mouvement nationaliste et républicain turc remporte 2 victoires mineures mais ayant un grand retentissement dans tout l'Empire ottoman.
enfin dans les parties qui restent quoi, à İnönü. Excusez-moi pour mon accent turc, encore une fois, je n'ai jamais été très fort pour prononcer des langues étrangères. De plus, l'armée de Mustafa Kemal reçoit le soutien des soviétiques, ce qui est assez étonnant, mais on peut comprendre les Russes qui veulent soutenir un pouvoir laïque, républicain, plus proche de leurs idées qu'un pouvoir monarchique. Et également, Mustafa Kemal reçoit le soutien des Français et des Italiens, qui rétrocèdent les territoires qui étaient sous leur influence et arment également l'armée turque, ayant peur des volontés belliqueuses de la Grèce et ayant marre du comportement des Anglais, qui est de plus en plus détesté. Alors, la situation est totalement retournée. Mais les Grecs ont encore des ressources, et une nouvelle offensive les mène jusqu'aux portes d'Ankara, la nouvelle capitale du gouvernement provisoire de Turquie. Mais les forces grecques sont repoussées in extremis par les Turcs en infériorité numérique due aux problèmes logistiques des armées grecques. Et enfin, après une longue période de réorganisation de l'armée turque, Kemal lance ses troupes sur Smyrne, qu'il reconquiert en 1922, puis se lance sur le Bosphore. Les Anglais, voulant au début résister, se replient finalement face à l'abandon des Italiens et des Français qui en ont définitivement marre de ce bourbier. Et la ville de Constantinople est donc envahie par les forces de Mustafa Kemal. Alors, Kemal parvient à négocier un nouvel armistice, celui de Moudania, et également un nouveau traité, le traité de Lausanne, où les kémalistes, victorieux, récupèrent la Thrace et l'entièreté de l'Asie mineure, qui devait être à la base découpée, comme je l'avais dit, entre plusieurs États. Pendant ce temps-là, Mehmed VI reste surpris par la tournure des événements et ne contrôle plus rien dans son empire. Son sort sera scellé le 1er novembre 1922, lorsque l'Assemblée nationale turque vote l'abolition du sultanat ottoman. Il n'est plus sultan, mais reste tout de même calife de l'islam. Après tous ces retournements de situation, Mehmed, sans couronne, sans titre à part celui de calife, sans pouvoir, s'enfuit à Malte, avec l'aide d'un cuirassier anglais. Le 18 novembre, il apprend d'ailleurs la nomination de son cousin Abdülmecid II, la vidéo d'après, comme nouveau calife de l'islam. C'est pour ça qu'on considère Abdülmecid II comme le dernier réellement souverain musulman. C'est pour son titre de calife de l'islam, en réalité. Et Abdülmecid II est donc nommé nouveau calife de l'islam, non pas par des autorités religieuses, ni même par les musulmans du monde entier, mais simplement par l'Assemblée nationale turque. Ce qui étonne et déplaît énormément à Mehmed, qui refuse ce jugement, car ne comprenant pas comment cette assemblée peut ainsi même le déchoir de son titre de calife et en élire un nouveau, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Quelque temps après, il se rend en pèlerinage à La Mecque, sur l'invitation du shérif Hussein de La Mecque, que d'ailleurs son empire avait combattu lors de la Première Guerre mondiale. Puis ensuite, il passera le reste de sa vie en Italie, dans des conditions de vie assez difficiles, même si bon, ne le plaignons pas trop, ayant abandonné toute sa fortune lors de son exil. Il meurt finalement le 16 mai 1926 d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Il est inhumé à Damas, son corps étant refusé en Turquie. Ainsi se termine le dernier règne ottoman.
Alors, que peut-on conclure du règne et de la vie de Mehmed VI? Il fut le dernier sultan ottoman à régner, mais ne put sauver son empire en lambeaux. S'il avait rejoint Mustapha Kemal, alors il serait peut-être devenu le grand restaurateur de l'Empire ottoman. Mais ayant préféré se soumettre à l'entente, il perdit ce qu'il aurait pu sauver, son court règne étant au final rempli d'occasions manquées. Mais ne le jugeons pas trop tout de même, car à sa place, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous été à la hauteur de la tâche? Aurions-nous pu sauver un empire qui a subi 3 guerres, 3 défaites, dont une guerre industrielle, avec des millions de morts, de la famine, une économie à genoux et des puissances étrangères sur son sol? Aurions-nous pu sauver l'Empire ottoman? La majorité ne l'aurait pas pu. Peut-être que Mehmed VI aurait pu avoir les épaules pour cela, mais il a préféré se soumettre. Ça a été son choix et ça lui a beaucoup coûté. Et c'est ainsi que se termine, je peux le dire à présent, après tant de mois de travail, c'est ainsi que se termine la vie du sultanat ottoman, avec son dernier sultan, Mehmed VI. Il nous reste tout de même un dernier souverain à évoquer, Abdülmecid II. Mais ce sera une vidéo où certes on parlera de lui, mais on parlera également de l'héritage qu'a laissé l'Empire ottoman. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur cette période qui est assez peu connue de l'histoire turque et de l'histoire en général. J'espère que voir l'empire que nous avons suivi durant tant de semaines s'effondrer ainsi ne vous a pas donné une petite larme à l'œil. Et je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode de cette série, Abdülmecid II.